Ouais, ça fonctionne. Alors bonjour à tous, merci à vous d'être venus pour la dernière séance de notre webinaire. Mon nom est Personne, personne et personnage dans la langue. Dernière séance avant la journée d'études qui aura lieu le 5 juin à Metz. Nous aurons peut-être une séance plus courte aujourd'hui. Il est possible que nous arrêtions à 16 heures. Et nous accueillons aujourd'hui avec plaisir notre collègue Hugues Galli, maître de conférence HDR à l'Université de Bourgogne, aujourd'hui appelée Université Bourgogne-Europe, qui nous présente une communication qui parlera de la notion de personne en argot. Hugues, est-ce que tu veux partager ton écran ou... J'aimerais pouvoir le faire. Hélas, c'est compliqué, j'arrive pas à le faire. Non, je Et je me suspends demande si j'ai l'autorisation. Ah, normalement, tout le monde... Attends, je suspends l'enregistrement. C'est bon. Merci de votre patience. Désolée pour ce contretemps. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Isabelle, Damien, Mustapha, qui ont organisé avec brio ce webinaire. Mon nom est Personne, personne et personnage dans la langue. Donc effectivement, proposition m'avait été faite d'y participer. C'est avec une grande joie que j'ai proposé, non pas ce sur quoi je travaille exactement en ce moment, mais quelque chose qui serait en relation avec l'argot, donc qui est une de mes préoccupations actuelles. D'où l'intitulé Mon nom est Mézig ou la notion de personne en argot. Mézig en italique, hein, non pas que ce soit un mot particulier, hein, il appartient à la langue française, c'est un mot français, mais simplement j'insistais sur Mézig qui signifie, vous l'aurez compris, moi. On peut passer à la diapo suivante. Donc, il sera question évidemment d'argot. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander ce que vous entendez par argot. Néanmoins, c'est une notion qui est relativement difficile à définir. C'est vrai que les linguistes ne sont pas complètement d'accord. C'est surtout finalement les bornes, hein, la délimitation de l'argot qui pose problème autant des délimitations temporelles qu'une délimitation tout simplement conceptuelle. Alors j'ai utilisé cette phrase de Lodge, hein, que je trouve intéressante. Il est en effet fréquent d'entendre dire à propos d'un mot n'appartenant pas à la langue standard des choses comme ce n'est pas du français, c'est de l'argot. Autrement dit, tout ce qui n'est pas acceptable, n'est pas recevable, n'appartient pas à une norme, à un standard, lequel je ne sais pas, est automatiquement renvoyé du côté de l'argot. Alors effectivement, c'est une question que je pose régulièrement aux étudiants, hein, notamment que savez-vous de l'argot? Une des réponses qui vient le plus souvent, c'est oh, bah, c'est du dialecte, ou c'est des vieux mots, ou c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais finalement, j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment euh, il y avait beaucoup de difficultés à définir l'argot. Quant à l'orthographe de l'argot, hein, je vous passe les détails, mais enfin, en tout cas, même le mot argot lui-même, dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'origine, hein, qui reste toujours inconnu, le mot lui-même pose problème. Donc, l'argot, ce n'est évidemment pas un dialecte, ce n'est évidemment pas du régionalisme, ce n'est pas forcément, puisqu'effectivement, on pense toujours à un sociolecte appartenant au substandard. Or, il pourrait être question aussi d'argot de la bourgeoisie. Je pense notamment à cette espèce de mot dans le vent dans les années 80-90 du XXe siècle, hein, où effectivement on utilisait un certain nombre notamment de suffixes particuliers, préfixes, pardon, hein, méga cool, giga cool, etc., fait partie effectivement d'une forme d'argot. Il existe sans doute aussi un
en argot de l'aristocratie. Mais évidemment, ces couches-là n'ont pas été examinées à ce jour et on s'est beaucoup plus intéressé, bien sûr, à l'argot tel qu'on peut l'entendre ici. On peut passer à la diapo suivante. Alors, il sera question de pronoms personnels et non de blase, hein, puisque j'ai mis mon intitulé, c'était mon nom et mésige, la personne en argot. Donc pronom, j'aurais peut-être pu insister, pronom personnel et non de blase, hein, le blase étant, comme vous le savez, le nom ou le surnom ou encore le sobriquet. Alors, ça serait aussi un univers à part entière que d'aller explorer finalement les blazes en argot, hein, puisque aussi bien dans la réalité du milieu, hein, du mi-temps, on retrouve toute une série de sobriquets. Par exemple, dans le gang des Tractions, on avait Pierre Loutrel dit Pierrot le Fou, hein, donc on connaît le film Pierrot le Fou, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire de ce personnage. Enfin, néanmoins, c'est une allusion marquée à Pierre Loutrel. Abel Darros dit le mammouth, Marcel Ruard dit le gitan, ou encore appelé Pépito. Dans la fiction, vous connaissez naturellement les Tontons Flingueurs de Serge Lautner, 1963. Fernand Naudin s'appelle Max le Menteur dans la trilogie de Simonin, et on retrouve Louis le Mexicain dans les Tontons Flingueurs. J'en profite au passage pour parler de la série San Antonio avec notre fameux Alexandre Benoît Bérurier, encore appelé le Gravos, le Maus, le Mastard, l'affreux, le brutal, la crème des glands, l'homme au gros moignon ou encore, parmi tant d'autres, le couscous au phage. On peut passer. Alors, pour se mettre un petit peu dans le bain, euh, j'avais envie de vous faire part d'un petit extrait de Simonin qui s'adresse aux voyous et qui explique comment effectivement apparaissent les sobriquets. Je cite, il apparaît suprêmement improbable pour le truand de pouvoir débuter, poursuivre et terminer sa vie tumultueuse sous son patronyme de naissance. Le blaze est pour le truand ce que sont le nom de guerre pour la courtisane et l'agent secret, le pseudonyme pour la littérature, le sobriquet pour le joyeux drille. Par le blaze, le truand s'inscrira dans la geste du mi-temps, cousinant ainsi lointainement avec les princes. La chronique du milieu, se confondant parfois avec la judiciaire, retiendra en effet les blazes de Victor le Malin, Pierrot le Dingue, Jojo les Belles Dents, Armand le Menteur. De la même façon, d'ailleurs, que l'histoire a retenu les noms de Charles le Chauve, Louis le Gros, Henri l'Oiseleur, Jean le Bon. Il est fort probable que le blaze qui va vous échoir comportera truand de lait, puisqu'il s'adresse aux truands ou aux jeunes apprentis truands, quelques allusions peu charitables à une disgrâce physique. Une légère trahison de la voûte plantaire afflige-t-elle vos pâturons, et vous voilà blasé Nestor les pieds plats. Le tif d'un Auburn un peu soutenu vous vaudra François le Roux-Poil. Un mauvais parallélisme des chasses, Dédé le Bigleux. Une scoliose bossue en votre alzingue vous fera connaître comme Riton le Bombé, tandis que des gambis arqués vous voueraient à Bébert, manche de veste. Vous aurez bien compris qu'effectivement, tous ces sobriquets sont en lien direct avec une partie du corps, mais ça peut aussi être en lien avec effectivement l'esprit, hein, le roublard, le menteur, etc., etc. Donc il ne sera évidemment pas question de ça, mais on aurait pu s'étendre à loisir sur ces sobriquets. On peut passer. Alors, on va donc parler pronoms argotiques. Je me suis lancé un petit peu la fleur au fusil. En me rappelant avoir lu il y a un certain temps déjà deux articles, le premier de Françoise Rullier-Theuret à propos de ce qu'elle appelait les pronoms argotiques et pseudo-pronoms argotiques dans la série des San Antonio, et un autre article de Kurt Ballinger concernant ce qu'il appelait des synonymes presque parfaits. Autrement dit, il avait essayé de montrer que l'argot
tout particulièrement ou plus particulièrement comportait une série de synonymes beaucoup plus importante que dans la langue standard. En effet, et je reviens un petit peu en arrière, l'argot, ce n'est pas une grammaire particulière. L'argot, c'est un lexique. Avant tout un lexique avec effectivement un certain nombre de traits syntaxiques, phonétiques évidents, mais c'est avant tout et surtout un lexique. Donc, je me suis non pas inspiré, mais souvenu de ces deux textes en me disant, oui, finalement, dans les lectures que j'ai pu faire euh, d'argot, hein, de façon générale, hein, les textes argotiques, il n'y en a pas tant que ça, hein, l'argot, enfin, pas tant que ça, façon de parler, hein, beaucoup moins sans doute que des textes théoriques par ailleurs ou sur d'autres sujets. Mais néanmoins, sur l'argot, il n'y a finalement pas grand-chose. Je suis allé chercher du côté des linguistes qui se sont intéressés à l'argot tout particulièrement, à commencer par Lazare Sénéan, qui en 1912 écrit la chose suivante. On y trouve, alors il part de la vie généreuse des Mercelot, gueux et bohémiens contenant leur façon de vivre, subtilité et jargon, de Péchon de Ruby, 1596, des traces isolées de procédés déformateurs, les pronoms mésis, thésis, sésis, moi, toi, lui. Alors, évidemment, la question est tout de suite de savoir, pour qui a un petit peu d'expérience dans le domaine de l'argot, si, évidemment, ce qu'il dit est vrai, non pas que je ne fasse pas confiance à ces néants, mais il est tout à fait possible que ces néants aient cherché dans un dictionnaire, et ce dictionnaire ait cité Péchon de Ruby, qu'à partir de là, ils reprennent la formule toute faite. Je suis donc allé voir sur Gallica, qui met à disposition quand même toute une série de textes et j'ai retrouvé évidemment Mésis, moi-même, Thésis, toi-même, Sésis, lui-même. On peut passer. J'ai poursuivi du côté de Sénéan avec un texte plus contemporain, 1920, que je propose de vous lire également. Rien ne saurait mieux accuser la grande influence du jargon sur le bas langage que la généralisation dans ce dernier des déformations pronominales, donc on revient, déformations, propres à l'argot ancien. Les voici dans leur ordre chronologique. Mésig, mésigo, moi, dans rictus, grand nombre l'est comme mésig, la variante mésigo, se lit dans bruyant, alors rue, hein, ce sont des titres évidemment d'ouvrages, Monnière, Monnière, Tonnière, toi, calqué sur Mézières, Tézières, etc., 1628. Il cite Bruyant, puis Rictus. À côté de Monias, moi, Tonias, Somnias, toujours Bruyant. Monorgue, moi. Tonorgue, toi. Sonorgue, lui. Leur orgue, eux. Il cite Rony. Et enfin, il cite bruyant. Donc on voit que toute une série effectivement de pronoms apparaissent ici, avec un certain nombre de paradigmes, hein, en zig, en hier, en orgue. Et il explique effectivement le français, puisque là il s'intéresse au français du 19e siècle, le français du 19e siècle, le français populaire du 19e siècle aurait été effectivement influencé par le jargon des siècles précédents. On peut tourner la page. J'ai ensuite consulté Guiraud, qui est l'auteur d'un Que sais-je sur l'argot, un des rares Que sais-je sur l'argot. Bon, il y a deux auteurs, hein. Il y a Guiraud et Calvet, donc deux Que sais-je. Guiraud, donc le premier, en 1956, voilà ce qu'il écrit. On constate que jusqu'à Vidocq, d'une part, la déformation, procédé l'argonji, est entièrement étrangère à l'argot. D'autre part, la suffixation parasitaire est un phénomène isolé, très peu vivant et qui n'a laissé de traces que sur un nombre infime de mots. Il donne un certain nombre de termes, hein, engluche, anglais, la boutanche, Issicaille pour ici. On a lance-caillé, lancé, qui d'ailleurs donnera évidemment la lance-caille, hein, la pluie.
On a pictanché, hein, picter, boire, et enfin toutim, hein, vous savez, quand on dit il toutim, eh bien, il toutim, c'est bien sûr tout. Donc effectivement, il explique que jusqu'à Vidocq, c'est-à-dire jusqu'au début du 19e siècle, l'argot n'utilisait pas spécialement la déformation, puisque effectivement, dans argot, il y a aussi déformation, modification, pour des raisons simples, hein, des raisons tout à fait cryptiques, c'est-à-dire qu'il faut évidemment masquer le message et on va pour ça, bien sûr, travailler sur les mots, sur leur forme et essayer bien sûr de faire en sorte que l'auditeur ne comprenne pas. Auparavant, c'était des mots qui étaient des mots communs, mais qui souvent étaient entendus dans un autre, dans un sens différent. Je continue dans ce qu'il dit. À ces mots s'ajoutent, donc ces mots qui ont été déformés, les pronoms personnels je, tu, il, etc., qui se cachent d'évion sous la forme monis, monant, et ensuite mésis, mésière, mésingant, jusqu'au moderne mésig, mécole. On peut passer à la suite. Excusez-moi, ça fait beaucoup de lecture, mais à chaque fois c'est intéressant et je commente le texte. Dans le Père Goriot, les pensionnaires de la maman Vauquet s'amusent à parler en rama. Comment va cette petite santé, Rama? C'est un jeu que nous avons pratiqué dans notre enfance. Il est certainement ancien. Témoin Cartouche, 18e siècle, qui disait Vous trouvaille bonorgue, ce gigomuche. Le plus souvent, on se contente d'un suffixe unique et on parle en aïe, en orgue, en gueux. Je pense qu'ici, vous aurez reconnu la langue de feu qu'utilisent même les enfants, qui ont utilisé les enfants, les adolescents, en ajoutant un certain nombre de finales pour effectivement faire en sorte que le message n'apparaisse plus comme transparent. Un Vouzièrgue trouvaille bonorgue pardon. Vouzièrgue trouvaille bonorgue ce gigomuche, effectivement, bah, dit comme ça, effectivement, c'est pas aussi évident en termes de compréhension. Puis le procédé s'est lexicalisé pour aboutir à la création du mot nouveau, ce qu'on a appelé suffixation parasitaire, qui cesse d'être un codage transitoire pour devenir une déformation permanente. Alors en termes de suffixation parasitaire, bien sûr, on pense à des suffixes comme os, par exemple, donc calmos, hein, etc. Donc ce sont à la fois des suffixes parasitaires et à la fois des suffixes euh, identitaires, hein, qui marquent évidemment l'appartenance à l'argot. Je continue la lecture. L'hypertrophie de ce mode de suffixation est un des traits de l'argot moderne, mais le procédé lui-même est très ancien. Dès le XVe siècle, en effet, on masque ainsi le pronom personnel Vion dit monis, nosis, mon nom. On ignore l'origine de ces mots, mais il semble bien qu'ils soient au départ sentis comme un substantif et que l'expression soit l'équivalent de l'ancien mon corps, vos corps, qu'on trouve aussi chez Villon. Note de bas de page, l'équation des deux formes est attestée par les variantes et que vos corps n'en est du pi et que vos ans n'en est du pi. On peut tourner. Dans la vie généreuse, is est soudé au pronom et joue le rôle d'un suffixe parasite. Mésis, thésis, nosis. Note, on remarquera que mésis est vraisemblablement mésis, dans lequel mé n'est pas un pluriel, mais la forme archaïque du nominatif singulier. Mon nom se retrouve dans le jargon de l'argot réformé qui précise mon nom, c'est toi à dire moi, à présent mésière ou mésingant. On voit donc qu'il y a déjà substitution du suffixe si on aura successivement monias, monière, monorgue et mésig, mécole actuellement vivant. L'origine du suffixe est bien sémantique. Is est un mot plein qui devait signifier le corps, la personne. Voyez l'évolution semblable du moderne ma pomme dans lequel le mot pomme, tête, tend à s'affaiblir en un suffixe vide. Ici, effectivement, ce qu'on peut remarquer, enfin, j'attire votre attention là-dessus, c'est que on a des formes anciennes ou plus anciennes, mésis, thésis, nosis, qui progressivement vont être remplacées par des formes plus contemporaines à chaque fois, monias, monière, monorgue, mésique. On verra qu'elles apparaissent beaucoup plus tard, tout simplement parce que l'argot a aussi, bien sûr, cette particularité qu'il évolue plus rapidement, bien sûr, son lexique évolue plus rapidement que le lexique standard. On peut tourner. Alors là, c'est un petit peu mal coupé, mais c'est pas grave. Ici, il s'agit de Calvet.
Alors, Calvet, qui est l'auteur d'un Que sais-je, mais qui, dans son Que sais-je, n'évoque pas du tout les pronoms argotiques, ce qui est assez surprenant, mais qui, par contre, a écrit un livre qui s'intitule 20 leçons d'argot. Enfin, j'ai plus le titre exact en tête. En tout cas, c'est une sorte de manuel d'apprentissage de l'argot. Voilà ce qu'il écrit. Le système des pronoms personnels argotiques repose sur un principe simple. L'ajout après la forme courante mon, ton, son ou ma, ta, sa, ou une forme légèrement transformée mé, té, sé d'un suffixe signifiant homme, individu. Ainsi, avec le mot zig, qui par ailleurs a donné zigoto-zigomar, on obtient la série mésig-tésig, voir tableau ci-dessous. Les possibilités sont donc infinies et nous ne donnons ci-dessous que les séries les plus courantes fondées respectivement sur zig, pomme, poire, colle, niasse, orgue, qui tous désignent soit un individu, soit une partie de l'individu et le plus souvent la tête. Toutes les séries, comme on le verra, ne sont pas complètes. Il convient dans un premier temps d'apprendre par cœur la première et la troisième. Alors pourquoi il dit ça? Ben, simplement parce que le lecteur est censé apprendre à jacter Argomuche. Donc vous voyez, alors là c'est un petit peu décalé, hein, mais vous avez la première série, c'était Mésig, Tésig, Sésig, Nosig, deuxième Mésigo, Tésigo, Sésigo, troisième Ma pomme, ta pomme, sa pomme, nos pommes, Ma poire, ta poire, sa poire, nos poires, Mes cols, tes cols, ses cols, Mon niace, ton niace, son niace, et dernière série, c'était Monorgue, Tonorgue, Sonorgue. On peut passer à la diapo suivante. Résumons. On trouve des traces très anciennes de pronoms personnels argotiques. Sénéan en 1912 mentionne Péchon de Ruby, la vie généreuse des mers Selot, et prétend que le jargon a influencé le parler argotique du 19e, notamment au niveau de l'emploi des pronoms argotiques. Giraud explique quant à lui que jusqu'à Vidocq, donc là on est début du XIXe siècle, le procédé de déformation des mots n'est pas très répandu. Il mentionne quelques mots, on les a vus, hein, Lansky, etc. Mais il évoque surtout les pronoms personnels de Monis Villon, là on se situe fin du XVe siècle, à Mézig, Mécole, toujours vivant, selon lui, hein, on est dans les années 1950. Ce qui veut dire que à partir de ce qu'on vient d'avoir sous les yeux, que vous avez aussi eu sous les yeux, on a effectivement des informations un petit peu disparates sur des séries. On a des dates, certaines dates ici ou là, et surtout, et ce qui m'intéresse moi par rapport à l'évolution diachronique de l'argot, on a éventuellement des bornes avec effectivement des remarques du type toujours vivant ou n'est plus d'actualité, désuet, etc. Calvert, en 1993, parle de séries pronominales aux possibilités infinies, parfois incomplètes, mais reposant sur un procédé simple. Ajout d'un, et alors il met suffixe, reste à voir si on est d'accord pour dire que c'est un suffixe ou que ce sont des suffixes. À des formes simples, monton, son, métc. Alors c'est un peu, pour un linguiste, c'est un peu étonnant, hein, forme simple, grammaticalement, c'est quand même une catégorie floue. Alors, j'ai relevé les pronoms qui ont été mentionnés dans les précédents extraits et ça donne ce qu'on va voir dans la prochaine diapo. Eh bien, ça donne que ça a tout chamboulé, mais c'est pas grave. Je vous assure que c'était bien ordonné. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 séries. Monis, dont on a parlé, Monan, Monière, Vouziergue, retrouvé dans Cartouche, Mésis, Mézières, Mézingant, Mécole, Mézig, Mézigo, Ma Pomme, qui a été cité par Calvet, Monias, cité par Calvet, Ma Poire, cité par Calvet, et Monorgue, cité ici ou là. Donc effectivement, on a déjà toute une série de, de pronoms, et évidemment, dans le petit résumé que je vous avais donné, j'avais indiqué que effectivement, vous serez peut-être étonné du nombre de pronoms existants en argot. Alors, je suis vraiment navré par rapport à la configuration, parce que j'avais passé un temps infini à tout ranger, mais malheureusement, on peut passer à la diapo suivante. Alors, je me suis tourné du côté des dictionnaires.
Est-ce que les dictionnaires pourraient nous aider à réaliser déjà une typologie, ne serait-ce que pour voir si finalement les paradigmes sont complets ou si on a effectivement des séries ne contenant qu'une personne, première, deuxième, troisième, le plus souvent, manque souvent les trois pluriels, etc. Enfin, l'idée, c'était d'aller vérifier un petit peu. Alors, là n'apparaît ce que les formes de la P2, et on les retrouve, hein, on en retrouve un certain nombre, documentés, hein, thésis, thésières, avec énormément d'orthographes possibles. Alors, évidemment, c'est pas grave en soi, puisque bon, l'argot est parlé avant d'être écrit, ce qui peut poser quand même un problème plus important lorsqu'il s'agit de chercher dans les dictionnaires, puisqu'en fait, ça multiplie souvent le nombre de requêtes. Thésig, thésigo, thésigard, thésinière, thésingar, thésingan, thésignard, tonnant. Et effectivement, on voit que aussi commencent un petit peu les problèmes, à savoir que par exemple, Tézingan est cité dans un guide, dictionnaire argotique est un guide de 1827, mais que le FEV, lui, donne 1628-1725 comme date et d'apparition et limite d'existence de ce même pronom. Qui des deux a raison? J'aurais souhaité regarder dans le dictionnaire argotique ce fameux guide de 1827. Hélas, euh, il n'est pas disponible sur Argotica, il n'a pas été numérisé. Ça, c'est un autre problème que j'évoquerai un peu plus tard. De la même manière, effectivement, que Thésignard, comment dire, est attesté en 1725 par le FEV sans, évidemment, sans indication supplémentaires, tonnant de la même manière, de zen, thé, santé. Voilà, ce sont des questions qui font partie effectivement des recherches aussi lexicographiques. On peut tourner la page. Encore une petite série, une petite fournée, tenante, tousière, tonnias, tonnière, tonorgue, tapom, tapoire, técole. Vous voyez qu'on a multiplié pratiquement par deux ce qu'on avait déjà eu comme première récolte. Et là, il se passe la chose suivante. Par exemple, le Tonnias, hein, que vous voyez en rouge bordeaux. Donc c'est Hainaut, hein, dans son dictionnaire historique des argots, qui est le dictionnaire, à mon avis, majeur pour euh, disons, toutes les consultations, indique faubourg. Euh, donc parler des faubourgs. Bon, très bien, enfin, ça suffit pas. Tapom, bah, voyou 1890. Tapoir, voyou 1879. On aurait aimé savoir quels sont les informateurs d'Eno, ou si effectivement Eno a eu accès je ne sais pas, hein, des lettres, des échanges de lettres, etc. Enfin, il manque souvent effectivement des informations, des référenciations en termes d'attestation. En tout cas, on a les premières attestations et on n'a évidemment pas du tout, j'allais dire, non pas les dernières attestations, puisqu'il n'y a jamais de dernière attestation, mais de période d'emploi durant lequel, eh bien, progressivement, le terme connaît une forme d'obsolescence. Euh, je vais vous donner un exemple. Le mot daron, progressivement, a connu une forme d'obsolescence, ce qui ne veut pas dire que fin du XXe, voire début du XXIe siècle, il a connu un regain d'activité, hein, puisque les jeunes actuellement réutilisent le mot daron qui avait complètement disparu. Néanmoins, en termes de datation et d'identification des périodes d'emploi, c'est plus compliqué. Oui, on peut passer à la prochaine diapo. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on peut allonger la liste euh, de cette typologie? Ben oui, pourquoi pas. Puisque finalement, les argots à clé font également partie des argots. Le louchébem est une forme d'argot, bien sûr, l'argot des bouchers. Comment dire, la manière de procéder est simple, hein. On retranche
la première consonne, on la bascule en fin du mot, on ajoute un L, donc moi devient loi, et ensuite, effectivement, on ajoute un suffixe, on va dire, parasitaire, superflu, etc., derrière le mot. Et effectivement, ça va masquer considérablement le message, hein. Donc, Loitric est venu, bon, c'est pas évident, ou même Loitrem, hein. Reconnaître moi derrière Loitrem, c'est pas évident. Le javanais, qui est également un argot à clé, qui a été très utilisé dans la deuxième partie du XXe siècle et qui est complètement désuet, hein. Le louchébem existe toujours, le javanais ne l'est plus du tout. Alors le javanais, d'ailleurs, vous connaissez la chanson de Gainsbourg, hein, la javanaise, eh bien, c'est l'insertion de ave à l'intérieur du mot, hein, derrière la première consonne. Donc, te devient tave. Alors, je l'ai retrouvé dans une phrase que j'avais citée dans un article concernant la Gazette de Java. Cave mavon siaveur tave ravevavin dave dravois, qui évidemment en français standard donnerait ce monsieur te revient de droit. Donc là, vous avez vu comment le message a été considérablement masqué grâce à l'utilisation de ce vœu à l'intérieur des formes. Le verlan, bien sûr, qui est aussi bah, davantage connu, bien sûr, un argot à clé. Et les jeunes utilisent what. Hein, toi, c'est what. Alors, WAM est plus utilisé, hein, ben, on va chez WAM. Bon, j'ai une adolescente à la maison, donc elle a bien confirmé que on va chez WAM ce soir, ça fonctionne et c'est toujours d'actualité. Pour what, c'était moins évident. Je suis allé chercher dans un dictionnaire de rimes de rap, ça existe. Je vous lis le passage. Maintenant, voilà, on sait que c'est comme as. Faut pas se voiler la face. Il y a toujours cette angoisse. Qu'un de ces quatre, un sale coup de poisse. Perquisition chez Watt à 6 heures du mat pour du charas. Sniper, fait divers. On est dans les années 2000 et quelques. Je m'excuse, je suis pas allé chercher la référence exacte. Mais enfin, on doit être dans les années 2000, 2005, 2010. Et enfin, l'argot des jeunes. Alors, le mi-argot des jeunes, encore une fois, alors là, la dénomination est encore plus difficile, mais je pense qu'Argot des jeunes, ça peut être suffisant pour nous aujourd'hui. Ma gueule, ta gueule, sa gueule, nos gueules, vos gueules, leur gueule, hein. Ma gueule est venue. Est-ce que tu viens avec ta gueule, etc., etc. Je l'ai retrouvé dans Tengour, dans un dictionnaire du français contemporain des cités. On peut passer à la prochaine diapo. Passons à la morphologie des pronoms argotiques. J'ai relevé d'emblée une première contradiction. Voilà ce que nous disait Sénéan, hein, je reviens en arrière. Les finales déformatives nière ou nière et orgue sont devenues à leur tour des noms au sens d'individus, de personnes, d'hommes. Les finales déformatives nière sont devenues à leur tour des noms au sens d'individus, de personnes, d'hommes. Calvet, à l'inverse, écrit la chose suivante. Le système des pronoms personnels argotiques repose sur un principe simple. L'ajout après la forme courante mon, ton, son, matassa, ou de sa forme légèrement transformée métc, d'un suffixe signifiant homme, individu. Ce qui est évidemment complètement à l'opposé. Autrement dit, si je récapitule, le premier dit la chose suivante. La finale de pronom va permettre de créer des noms. Quand Calvet va dire que à partir de noms et de la finale de pronoms, on va créer des noms. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire? Monorgue, moi, va devenir orgue, c'est-à-dire qu'en fait la finale des pronoms va devenir nom. Orgue, individu, va devenir monorgue, donc c'est bien l'inverse. On a une suffixation sur la base nominale. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, j'ai commencé à regarder les séries. Alors, prenons la série en Mésis. Euh, je me... comment dire?
reporte à Gaston Hainaut, 1965, toujours son dictionnaire historique des argots. Selon lui, is, nom masculin pluriel, signifie personne. Le piquant, eh bien, depuis Villon, il note une citation, hein, et Babinier, toujours aux is, des cires. Et il ajoute dans le même article en dessous, composé, Ménis, moi-même, avec une citation, encore une fois de Villon, Ménis vous chante que garder, que ni laisser et corps et pelle, avec la variante Mésis, le Z à la place du N, tout en rappelant que l'étymologie est inconnue. Dans son que sais-je, eh ben, il va dans le même, il abonde hein, dans le même sens. L'origine du suffixe est bien sémantique. Is est un mot plein qui devait signifier le corps, la personne. J'ai consulté le FEV pour voir si, au niveau de l'étymologie, on est on est d'accord. Et effectivement, on est d'accord. Donc, on aurait effectivement mes, qui signifie mont, du latin meus, donc c'est de la forme ancienne, suivi du nom is, individu, qui donnerait le pronom mésis, c'est-à-dire mon plus individu égale moi. Avec une petite remarque néanmoins que je me suis faite au passage et qui nous servira plus tard, le nom et le pronom apparaissent au même moment dans le même texte. Donc effectivement, en termes de datation, c'est pas très évident. Et là, c'est le morphologue qui parle, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir des datations antérieures ou postérieures, ce qui nous permet de savoir de l'œuf ou de la poule qui a précédé l'œuf ou la poule. On peut passer à la diapo suivante. La série Monnière. Alors la série Monnière, on a l'entrée nière, homme individu, avec nière dans Virmètre, 1836, qui a signifié ensuite imbécile. Hainaut ajoute qu'il entre comme élément pronominal populaire dans mon, ton, son, leur, nière, moi, toi, soi, leur, nière. Il y a eu un décalage avec tonnière, Bobéchon, qui signifie moi, tonnière, toi, étymologie, encore une fois, inconnue. Et Monnière, en 1866, signifie moi. Il a été relevé par Delvaux. Ici, donc, on revient à ce qui s'est produit précédemment, à savoir le déterminant possessif mon, dont la forme est attestée depuis le XIIe siècle, donc ça fonctionne très bien. Le nom nière, qui signifie individu, qui a permis de créer le pronom Monnière. Question que je me suis posée en réfléchissant à tout ça. Est-ce que finalement la série Mézières, Thésière, qui est attestée depuis 1638, n'aurait pas été à la base de cette déformation, de cette nouvelle série en Monnière, qui n'aurait fait que suivre l'évolution finalement de la forme du pronom mais en mon? Une question ouverte. On peut passer à la série suivante, ou aux séries suivantes. Série Monorgue. Alors ici, on a Monorgue, pronom personnel, moi. On retrouve dans euh, le philosophe Forban, 1829, et orgue, individu homme adulte, avec une citation, le daron des orgues, qui signifie Dieu. Encore une fois, étymologie inconnue. Et on remarque que monorgue et orgue apparaissent dans le même texte. Et que, évidemment, il est encore une fois difficile de savoir, de pouvoir se prononcer sur, disons, la, la, la- la première forme des deux mots. La série Mézig, alors ici on retrouve Mézig en tant que pronom personnel dans une chanson du XVIIIe siècle. Le FEV, Französische Etymologisches Wörterbuch, signale Mézig dans l'entrée giga. L'étymon giga, Geiger en allemand, violon, qui a donné jambe, gigot. Et Zig se retrouve en 1835. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le pronom, cette fois,
précède le nom zig. Donc manifestement ici, c'est mésig qui a été tronqué, c'est-à-dire on l'a amputé de son déterminant. Est-ce qu'un pronom peut comporter une forme de déterminant? Alors là, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, il a permis une création. Donc vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples en termes de morphologie, hein, et il faudrait pouvoir, je dis bien il faudrait, puisque j'ai commencé un petit peu à le faire, mais ça sera un travail extrêmement difficile euh, et surtout un travail de vérification. On peut passer à la diapo suivante. Alors, parmi les explications que j'ai envie, moi, de donner, mais qui sont des explications, on va dire, d'étapes, hein, on aurait effectivement un déterminant possessif, qu'il s'agisse de la forme mess ou mon, pour la P1, hein, suivi d'un nom, qui permettent effectivement la création d'un pronom, qu'il soit soudé ou non. Puisqu'en fait, on a mon orgue, parfois sous forme soudée ou parfois sous forme, on va dire, bah, dessoudée. Euh, et effectivement, ça va complètement dans le sens de ces formes qu'on trouve du type ma pomme, ma poire, ma gueule, puisqu'effectivement, on a ici un déterminant possessif et on a un nom derrière. Mais zig aussi, puisqu'en fait, zig signifie, ou a signifié jambe, d'une certaine manière. Mécole, alors Eno explique qu'il s'agit des collants. Mécole serait en fait mes collants. Une autre hypothèse, mes culottes. Bon. En fait, il s'agirait ici tout simplement d'une synecdoque, partie tout, à savoir qu'à la place de l'individu, on va simplement utiliser une partie du corps, qu'il s'agisse effectivement de la tête ou du visage, hein, ma pomme, ma poire, ma gueule, ou qu'il s'agisse d'une autre partie du corps, ça peut être la jambe, ça peut être effectivement les collants, c'est-à-dire aussi la jambe. Euh, Nière, nias, orgue sont ou deviennent des noms désignant un individu à part entière, hein, puisque évidemment, là, ce sont des termes qui le deviennent et qui ensuite continuent à avoir une existence, hein. On me dira, bah, j'ai rencontré ce nias dans la rue. Alors, orgue semble avoir complètement disparu de la circulation. Enfin, en tout cas, il est absolument plus d'usage. Alors, j'ai mis un petit, une petite remarque parallèle. Alors, effectivement, si on prend San Antonio et ses ses pseudo-pronoms argotiques, on pourrait en rajouter encore énormément. Tésigmuche. Donc, vous voyez qu'ici, Frédéric Dard va rajouter encore muche, suffixe argotique, derrière tésig, dont zig est déjà une forme d'extension de T. Donc, en fait, on aurait encore je veux dire, une amplification de la forme. Mécolpate, donc moi, mais il ajoute pâte. Alors évidemment, pâte à colle, hein, donc je vais dire que le calembour va servir encore de création. Ménias, ménias gommeux, mécoince. Alors mécoince, c'est une forme que je n'ai absolument pas rencontrée ailleurs que dans San Antonio. Donc là, il faudra vraiment vérifier, faudra faire des recherches. Bérurier dit souvent moive, amoive, atoive, euh, qui n'est attesté nulle part ailleurs. Alors bon, moi j'ai l'impression ici que Frédéric Dard essaie d'imiter une forme de javanais tout simplement, hein, voilà. Donc, mais ce sont des formes tout à fait isolées. On peut passer à la diapo suivante. Alors, je ne me suis pas intéressé véritablement à la syntaxe, mais ça serait un nouveau chapitre qui pourrait s'ouvrir. Alors, j'ai relevé tous les pronoms personnels dans la trilogie du Grisby, enfin de Max le Menteur, et dans la trilogie du Hotu. Mais je me suis dit aussitôt après, mais est-ce qu'il n'existerait pas une base, alors de toute façon des bases de données argotiques, il n'y en a pas, c'est pour ça que il faut la créer et je m'y emploie en ce moment. Mais Frontext, peut-être, on ne sait jamais.
contiendrait des textes argotiques. Alors oui, Frontex contient un certain nombre de romans argotiques, enfin argotiques, contenant de l'argot, si vous voulez, mais très peu. Et Simona fait partie des heureux élus, avec Touchez pas au Grisby, ah mince, c'est une coquille, excusez-moi, c'est 53 et non pas 43, du Mouron pour les petits oiseaux, 1960, qui n'est pas du tout un roman policier, et Confession d'un enfant de la chapelle, qui est en fait une première partie autobiographique de sa vie. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc là, on a effectivement des pronoms dans leur contexte syntaxique. Alors, on retrouve un certain nombre de formes de moi, hein, euh, formes disjointes. Simplement, j'ai remarqué tout en bas, je l'ai mis en rouge, vous voyez, Raymond avait pris les devants et déjà l'improvisation tracée pour Monsieur Picot de Mézig et de ma famille, un portrait des moins ressemblants. On a l'impression que c'est du Proust, hein. Raymond avait pris les devants et déjà à l'improvisation tracée pour Monsieur Picot de Mézig et de ma famille, un portrait. Donc ici, effectivement, de Mézig et de ma famille est à raccrocher à improvisation, et c'est bien sûr un marquage de la possession tout à fait populaire en fait, hein. C'est bien non pas mon improvisation ou son improvisation, c'est donc l'improvisation à moi, hein, tel qu'on pourrait le retrouver évidemment dans le français populaire. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, on retrouve effectivement le même marquage de la possession, hein. Le seul agrément de Tézig pour ouvrir un coquette de nouveaux horizons. L'agrément de Tézig, hein, c'est bien ton agrément. Sinon, effectivement, on retrouve Mécole, Técole, Tézig, euh, comment dire, en fonction objet, avec néanmoins une petite surprise, j'allais dire une bonne surprise. Je l'ai trouvé en position sujet, tout en haut. Une fois encore, ça s'est complètement décalé hein, sur le PowerPoint. Une fois encore, j'en avais la certitude. Mézigo se trouvait sur la ligne de départ pour la course au bonheur. Donc ici, effectivement, on a Mézigo qui signifie bien je et non pas moi. On peut passer à la suivante. Voilà, donc là, rien à signaler de particulier. On peut avancer encore. Et ce qui me permet de vous remercier pour votre attention. Et alors, je n'ai pas conclu, on me reproche souvent de ne pas conclure, mais je préférais effectivement passer un petit peu de temps à peut-être échanger avec vous. Merci en tout cas. Merci Hugues, merci beaucoup, merci à tous. Alors, merci pour cet exposé très très riche. Je vais, dans un premier temps, peut-être laisser la parole à Damien qui va peut-être distribuer la parole, puisque moi, avec le partage d'écran, je n'ai pas du tout suivi ce qui se passait dans le chat. Vous m'excuserez, je ne vous voyais pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des questions dans l'assistance? Je Comment on vais lève la commencer. main? Bah, En dessous sur Sous le... sur le- oui, c'est en bas pour lever la main. Tu voulais poser une question, Mustapha? Non, je crois qu'il y a un à discuter avant, donc je ne sais pas trop comment on fait. Non, non, tu peux y aller, hein, personne n'a encore sollicité la parole. Ouais, je vais mettre ma caméra quand même, c'est plus poli. Euh, Merci Hugues pour cette communication, euh, j'ai envie de dire, passionnante et aussi exotique quelque part, avec des mots qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, et puis ou qu'on a déjà entendu quand même. Enfin, c'est un domaine qui est assez truculent. Enfin, bon. Alors, je vais te poser une question très, très syntaxique, en fait. Euh, ces pronoms que tu donnes, euh,
ce sont tous des pronoms dits forts. Tu peux pas les avoir en complément d'objet ou en position de critique. Ils ont une, tu les as éventuellement en sujet, mais ce sont des pronoms forts, hein, ou pas. Ou des Ouais, fois, tu ouais. les trouves. Non, écoute, bah, c'est difficile hein, de se prononcer parce que là, effectivement, bon, il y a le lecteur qui parle, mais on a des surprises, hein. Effectivement, on peut avoir des surprises et j'ai presque envie de te dire, j'aimerais laisser ma réponse un petit peu en suspens et te donner rendez-vous la prochaine fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et je suis d'accord avec toi, bien sûr, euh, mais je pense que ça mériterait quand même encore un travail sur un corpus qui soit conséquent parce que euh, il y a quand même... Pardon? Oui, c'est juste pour. Enfin, bien sûr, hein, j'entends bien ce que tu dis. Euh, j'ai un peu l'impression que sur les exemples que j'ai entendus, que j'ai vus, ces pronoms n'avaient pas en quelque sorte passé la barrière de l'espèce déclitique. C'est-à-dire qu'ils restent dans une position de pronom fort, Mhm. soit comme sujet, soit comme complément prépositionnel ou en dislocation. Mais c'est quand même déjà, enfin, c'est quand même. Mhm. Alors, c'est une piste à creuser, enfin, c'est une piste à vérifier, à regarder. C'est ça. Voilà. Ce qui montre bien que l'argot est très lexical, pour reprendre ton intervention du début. Euh, Ah et oui, oui. morphologique, enfin, c'est passionnant. Alors, j'ai Mhm. juste une dernière remarque, c'est que tu n'as pas parlé Ok. du pronom bibi. Lequel? Le pronom bibi, tu n'en as Si, pas parlé. si, à la À la fin. fin, hein, c'est ça. On lui fait une allusion, hein. Bibi vous remercie. Euh, Oui, pourquoi? c'est justement pour ça que je te le dis. Parce que Bibi, Bibi au départ est un mot enfantin, hein. C'est le dédoublement hein, de Bibi, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment pour s'adresser aux enfants, hein. Après, évidemment, c'est devenu Bibi, Bibi chérie, Bibi est venu, hein, Bibi est là. Et là, effectivement, il est bien sujet. Mais je pense qu'on peut quand même le considérer plutôt comme familier actuellement, et il a été plutôt populaire qu'argotique. C'est pour ça qu'effectivement, je l'ai laissé de côté tout en le mentionnant tout de même. Voilà, c'était un C'est petit ça, clin c'est d'œil. gentil. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour prendre la parole? Oui, bien sûr. Oui, merci. Et je me demande pourquoi on appelle ces suffixes des suffixes parasitaires. Ça ne pourrait pas être des suffixes de plein droit pour l'argot? Oui, effectivement, pourquoi parasitaire? Pourquoi est-ce qu'on a gardé le mot parasitaire? Ben parce que il faut aussi considérer que les linguistes, pendant longtemps, et je pense que certains encore, hélas, ont quand même une vision négative hein, de l'argot, de façon générale. Et par conséquent, le terme parasitaire leur convenait particulièrement. Enfin, je veux dire, c'était pas de vrais suffixes pour eux. Or, effectivement, ce ne sont pas des suffixes parasitaires, ce sont des suffixes plutôt identitaires, plus que parasitaires, et qui ont évidemment, et qui sont des suffixes tout pleins, hein, qui ont un sens, puisque derrière parasitaire, on pourrait considérer qu'en fait, ce n'est qu'une forme sans qu'il y ait du sens. Or, précisément, il y a un sens. Dire calmos plutôt que calme, c'est pas la même chose. Donc effectivement, oui, oui, on est revenu dessus, hein. Donc là, je ne sais pas si je l'ai dit bon, en mentionnant sans doute, c'est lorsque je lisais les propos. euh, euh, c'était dans l'air du temps aussi, hein. Bon, il faut quand même reconnaître à ces linguistes d'avoir travaillé dessus hein, à partir de cette période. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est vraiment début des années du XXe siècle hein, qu'on peut commencer à faire confiance aux écrits des linguistes sur l'argot. Le problème étant après les années 20, alors après il y a Bosch, hein, et après il n'y a plus rien. Et après, il n'y a plus rien pendant très longtemps. Il n'y a plus rien jusque dans les années 80. Il faut attendre les années 80 pour qu'à Paris se crée un centre spécifique dédié à l'argot avec Goudaillé, etc. Euh, et après, plus rien.
à nouveau plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas, je me suis un peu égaré dans ma réponse, mais en tout cas, oui, ce ne sont pas des suffixes parasitaires, mais bien de vrais suffixes à part entière. J'ai Merci. répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Merci. C'était ce que je pensais, parce que c'est par rapport au français standard qu'on peut traiter ces suffixes de parasitaires. Hmm. Mais si on se place dans l'argot même, c'est pas parasitaire. Pas du tout, en Oui, effet. c'est ça. Merci, merci beaucoup. Mais je voudrais signaler quand même que Bernard Quimada, le professeur à la Sorbonne, et dans les années 70, il nous parlait de l'argot, de l'ousbem, de Verlan, etc. Et donc, c'était un pionnier sur Euh, l'enseignement dans le cours de lexicologie. je vais même ajouter que tous les bons linguistes ont parlé d'argot, Oui, d'accord. ont travaillé sur l'argot. Avis aux amateurs, hein. Merci. Non, non, c'est vrai, on trouve des grands noms, mais qui souvent, sous la forme d'un article, d'une communication, vous voyez ce que je veux dire, mais se sont penchés un jour ou l'autre sur l'argot, ou aussi euh, du fait de leur expérience de vie en tant qu'être humain, ça peut être l'armée, le larron, et qui fait qu'on Bon, s'intéresse. C'est-à-dire, dès l'instant où vous êtes dans un univers clos, entre pairs, se forme l'argot. Euh, il y a l'argot des, des linguistes aussi, hein. pardon, est-ce que vous auriez des travaux sur les suffixes de l'argot? Parce que ça m'intéresserait, parce que j'ai trouvé un suffixe en grec moderne, sur le langage, du langage de l'armée, des soldats. D'accord, volontiers. Mais écoutez, écrivez-moi si vous voulez bien et je vous répondrai en vous envoyant. Pouvez-vous m'envoyer votre mail au chat? Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Mais Samir? Non, je t'en prie, Damien, Oh, vas-y, vas-y, et je je t'en te prie. dirai après. Oui. Je t'en prie, Samir, vas-y. Merci, Damien. Oui, est-ce qu'on entend? C'est bon, on t'entend très bien. Merci. Mon cher Hugues, euh, une fois de plus, peut-être même pour une énième fois, je t'ai écouté avec plaisir et délectation. Le plaisir renvoie à la qualité scientifique de ton exposé. Quant à la délectation, elle traduit l'émotion que font naître en moi tes propos. D'ailleurs, pour mieux décrire ces dernières, l'argot, enfin ce que tu en dis, ça me fait rire à tort ou à raison, mais au sens le plus positif, le plus auguste du mot. Peut-être grâce à l'aspect quelque peu éthéré des productions argotiques en français. Bien. Oui, comme enfin, tu le sais, tu es intervenu, entre autres, plusieurs fois dans l'un des trois séminaires de notre labo, d'où cette parenthèse de ma part. Mais pour aller à l'essentiel, je tâcherai d'être bref. Une observation, une remarque qui, dans le meilleur des cas, pourrait s'ajouter à tes bons propos, puis une question à te poser. Pour l'observation, la voici. Donc, en t'écoutant, je me suis dit la chose suivante. La linguistique générale et comparée vénère une déontologie, et il s'agit en effet d'une déontologie, à savoir, d'ailleurs, on parle de tétralème des langues naturelles, et le dit tétralème, pardon, nous apprend, entre autres, qu'aucune langue n'est plus riche qu'une autre, qu'aucune langue n'est plus belle qu'une autre, et ainsi de suite.
Mais pour ce qui est de la richesse, de la notion de richesse linguistique, d'ailleurs, cela ne contredit en aucun cas les prédateurs de linguistique générale, j'ai depuis longtemps, l'intime conviction que le français produit en la matière des choses incomparable à ce que l'on trouve ailleurs, dans d'autres langues naturelles. C'est un sujet que j'aborde souvent avec, euh, avec toi et avant tout avec d'autres. Et pour terminer, d'ailleurs, donc du coup, peut-être, j'ignore si de telles études existent ou si cela peut être envisagé, à savoir partir à la recherche de ces faits de langue. Au fond, euh, quelle est la jeunesse, quelles sont les causes socio-linguistiques, culturelles et autres qui procurent aux Français, en diachronie et en synchronie, une telle richesse. J'ai discuté plusieurs fois avec Jean Slamovitch. Euh, c'est un collègue angliciste, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, membre du labo TIL, et il me dit qu'au fond, pour l'anglo-américain, l'anglais britannique verse davantage dans ce qu'on pourrait appeler l'équivalent de l'argot français que l'anglais dit américain. Bien, voilà. Pour la question, la voici. Euh, c'est un excellent choix selon moi, de ta part, d'avoir voulu parler, enfin, d'avoir profité de ce bon séminaire organisé par nos bons collègues pour parler de quelque chose dans le vaste domaine de la roue que moi, personnellement, je ne connaissais pas parce que lorsque tu étais venu parler dans le séminaire, c'était c'était l'argot, mais d'autres aspects de l'argot. Euh, Parlons-en. La diversité des formes pronominales. J'ai l'impression que tu en as fait le tour. Et pour revenir à un binôme, d'ailleurs, ce binôme fait partie des grandes particularités du système pronominal du français. Je pense que personne ne me contredira. Aucune autre langue italique ou indo-européenne ne connaît le couple je, moi, tu, toi, il, lui, et ainsi de suite. Euh, à un moment donné, tu as dit que tel mot, tel autre était un mot plein. J'ignore si tes propos renvoyaient à Lucien Ténière ou pas. Toujours est-il que, rappelons-nous, Ténière estime que le pronom je est un indice personnel. Par conséquent, un mot vide et que le pronom personnel moi est un substantif personnel, par conséquent un mot plein. Ma question est la suivante, mon cher Hugues. Euh, Mézig, c'est moi, mais y a-t-il des formes argotiques pour ce que Ténière nomme l'indice personnel je, tu, il? Oui, ben, ah, c'est, je veux dire merci pour cette excellente question qui encore alimente la réflexion. J'ai envie de te répondre, non, précisément, il n'en existe pas, sauf Mésigo qu'on a vu tout à l'heure, qui s'y apparente, mais qui fonctionne assez mal, hein, je veux dire, finalement. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Donc, ça serait une forme pleine. Et d'ailleurs, ça ressemble davantage à un groupe nominal, à une forme de groupe nominal, hein, puisqu'on retrouve le déterminant et le substantif, qui à part entière forment un pronom. Donc, c'est assez particulier, en effet. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais Oui. Mhm. je crois qu'effectivement, ce renforcement nominal, en fait, c'est un vrai renforcement nominal, est vraiment saillant dans Mézig, par exemple. Mhm. Et pour revenir à l'observation que tu fais en préliminaire, j'avais oublié de dire qu'effectivement, l'argot fait partie aussi des universaux.
langagier, manifestement. Mais je pense que ça serait aussi, en termes de typologie des langues, un aspect qui serait intéressant à creuser. Parce que ça a été fait sur un certain nombre de langues, mais pas toutes, bien sûr. Mais je pense que l'argotologie comparative serait aussi un champ intéressant à développer. Euh, Oui. Surtout si on Mhm. considère effectivement, mais je pense que désormais on peut. Je reviens d'un colloque à l'université d'Artois et quelqu'un a utilisé le mot barbarisme. Et un linguiste a levé les bras au ciel en disant, mais comment ça? Je pensais que ce terme avait complètement disparu de la circulation. Qu'est-ce que c'est un barbarisme, quoi? Est-ce qu'on peut considérer qu'un mot d'argot, quel qu'il soit, est-ce que Mézigmuche est un barbarisme? Ou qu'est-ce que c'est qu'un Mhm. barbarisme, quoi? C'est-à-dire un monstre. Mhm. Mhm. Existerait-il des monstres linguistiques? Mhm. Oui, nous sommes d'accord. Et peut-être 3 secondes pour reprendre le reste de la théorie, enfin de la répartition des mots chez Ténère en mots pleins et en mots vides. Je lance une nouvelle hypothèse. Je ne suis pas sûr, mais il suffirait que l'on vérifie. L'argot verse davantage, voire exclusivement dans les mots pleins c'est ça, dans les mots pleins que dans les mots vides. Encore une fois, selon la répartition ténérienne, mots pleins, mots vides, mais peut-être que nous en parlerons dans les années qui viennent, toi et moi. J'espère. Je l'espère moi-même. Merci en tout cas, Hugues. Voilà, ça a été passionnant. J'ai passé, voilà, je ne sais pas combien de temps, quel était ton temps de parole, mais ça a été passionnant du début à la fin. Comme d'ailleurs, quelqu'un l'a dit, Roman, quelqu'un qui nous a quittés avant la fin. Merci. Merci beaucoup, Samir, pour ta question et tes remarques. J'avais une petite remarque, une petite question à te poser, Hugues. La petite remarque, enfin, c'est que il existe un DJ Mézig, un DJ de musique électronique un peu connu, qui a sorti un album qui s'appelle d'ailleurs Mézig, Mézig Président. Donc ça, c'est encore vivace finalement. Et ça fait la transition avec ma question. Euh, j'ai l'impression que cette créativité pour les pronoms est un peu finalement est resté enfin, n'existe plus aujourd'hui dans les nouvelles formes. Alors je pensais bien sûr à ce qu'on appelle le langage des jeunes parce qu'on travaille dessus avec Monica Panis en ce moment. Et il y a un lien avec l'argot parce que via notamment le rap, il y a beaucoup de termes d'argot qui passent dans le rap. Enfin, oui, beaucoup de mots. Mais par contre, le langage des jeunes et le langage du rap n'a pas repris justement, j'ai l'impression, ces pronoms de l'argot. Hein. Il a repris des créations lexicales, mais pas les pronoms de l'argot. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il y ait des phénomènes significatifs qu'on puisse rapprocher de cette créativité pronominale qu'il y a avec l'argot. Qu'est-ce que tu en penses, Hugues? Merci effectivement pour cette remarque. Alors, je partage complètement ton sentiment. D'ailleurs, j'ai donné les formes verlanisées Watt et Wam, hein, mais qui paraissent être les seules, avec ma gueule, peut-être, encore que, hein, mais manifestement les jeunes l'utilisent, hein, ma gueule, mais moi, hein, ma gueule, hein, pas ta gueule, ma gueule, hein. Enfin, c'est pas l'injure, c'est vraiment le pronom. Mais en dehors de ça, non. Il faut quand même savoir que, mais je vous apprendrai rien puisque vous travaillez dessus, désormais, cet argot jeune ou argot des jeunes va passer par des emprunts aux langues, à d'autres langues étrangères. Et il faudrait voir si effectivement du côté pronominal, ce ne serait pas des emprunts peut-être à des formes étrangères, donc à vérifier. Mais là, je suis pas suffisamment compétent. Enfin, c'est pas ma période. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que j'ai l'impression que plus on fait de la linguistique, plus on apprend la modestie, quoi. C'est-à-dire que, en fait, vis-à-vis de la langue, il faut une modestie incroyable. On est obligé systématiquement d'aller chercher, d'aller vérifier, d'aller vérifier les attestations. Enfin, vous avez vu, se prononcer sur quelque chose sans avoir vérifié une attestation, enfin, c'est partir, c'est ce que je dis souvent, c'est mettre des tongs pour escalader l'Himalaya. On peut le faire, mais c'est casse-gueule. Voilà. Merci beaucoup, Hugues. Alors, on arrive doucement vers la fin de la séance, mais on a encore un petit peu de temps pour une question. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Oui, ben merci beaucoup.
de me proposer, puisque j'avais effectivement une petite question moi-même. Donc, j'en profite pour me faufiler. Alors, justement, ça tombe bien, puisque ce que tu viens de dire, Hugues, me fait comme une transition aussi. Puisque moi, j'ai été donc interpellée par ton exemple. J'ai passé quand même un certain nombre d'années en Haute-Marne et donc je sais jamais trop comment qualifier les nouvelles formes lexicales que je peux entendre quand on change de région, par exemple. Est-ce que c'est de l'argot? Est-ce que c'est un régionalisme? Est-ce que, bon, c'est pas toujours très simple. Et là, quand tu as donné l'exemple ma gueule, en fait, et t'as tout de suite dit le langage des jeunes. Et effectivement, j'avais pas le même ma gueule, si tu veux. Et le ma gueule qu'on entend en Haute-Marne, c'est pas du tout. Alors les jeunes l'utilisent, mais par imitation. C'est plutôt, c'est plutôt, bon, tout le monde l'utilise, mais plutôt des adultes. Mais dans le sens, toi, salut ma gueule, c'est salut toi, ça s'adresse à quelqu'un, c'est une apostrophe. Et, et ça m'a toujours surprise de dire ma gueule, alors que ce n'est pas moi. En fait, c'est pas ma pomme, ma poire, c'est ma gueule, mais ma gueule, c'est toi, salut toi. Et ma gueule, c'est uniquement c'est une apostrophe plutôt. Voilà. Alors je ne sais pas si tu connais cette expression ou cette manière d'interpeller Non, les personnes à cet endroit. désolé, non, on apprend, effectivement, il faudrait que tous ces exemples soient diffusés pour effectivement. Ah, je vois un message, je vois des Ah, messages. wesh ma gueule. Oui, c'est vrai, il y a wesh ma gueule en fait. Oui, c'est vrai, exact, hein. À la campagne, alors en Bourgogne aussi. Ah oui, 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 oui. En Bourgogne aussi. La première fois que j'ai entendu, c'est vrai que c'est en Haute-Marne, c'est pas loin. Mais euh, pour moi, c'était pas spécialement les jeunes au départ. Avec Wesh? Non, non, avec ma gueule. Et ensuite, effectivement, c'est très récemment que j'ai entendu wesh ma gueule. Effectivement, très Ouais, récemment. mais attends, Isabelle, il faut jamais oublier une chose, c'est qu'avant d'être vieux, on est jeune. Certes. Donc, ma gueule, on peut très bien l'avoir employée dans les années 70 et 80 et c'est un continuum, voilà, tout simplement. Enfin, je sais pas, hein, je saurais pas. Et il y a aussi des transmissions, j'allais dire presque familiales, hein. Là, c'est le Euh, cas. Dans j'ai les campagnes. questionné, j'ai questionné mon adolescente de fille pas plus tard qu'hier en lui disant, dis-moi, quitte à ce que je t'attache au radiateur pour que tu parles, qu'est-ce que vous utilisez en termes de pronoms argotiques entre vous? Alors elle m'a dit wham, what, non, enfin, elle l'a accepté. Et elle me dit mésig. J'ai dit non, tu mens. Non, non. Ah oui, elle me dit oui, peut-être que c'est avec toi à la maison. Ah oui, bon, ben voilà. Hein. Donc, mais ça sera de la transmission, pourquoi pas. Voilà. Mm. Oui, oui. Je ne Euh, pourrais pas dater le ma gueule que je connais, hein. Vraiment pas, hein. Macaille, ah oui, je vois Macaille. Est-ce que derrière Janssen se cache Anne Janssen ou pas? C'est une question que j'ai envie de poser. En tout cas, elle aussi, elle a la même occurrence de ma gueule que Isabelle. Et Brigitte Berkoff aussi, manifestement. Gros. Brigitte ajoutait Ah, une autre c'est Anne occurrence. Janssen. Alors, pardon, Anne Janssen, je la présente. C'est une. Alors, elle, c'est une argotologue chevronnée sur le langage vraiment des jeunes. Manifestement, elle nous écoute. J'en suis ravi. Merci, Anne. Elle a organisé un magnifique colloque à Artois sur Artois, à Arras, sur l'Arco, qui était vraiment un très très beau colloque il y a 2 semaines. Voilà. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'elle soit là. En concurrence avec Gros. Bon, Gros. Ah oui, gros. Et le Gros. fameux ce que, Gros. Gros. Mm. ce que disait aussi Brigitte avec Magros employé de manière épicène, oui, pour garçon et pour fille. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que Maintenant, frère, c'est frère.
Ouais. Frérot. Mm. Oui, mais c'est pas mon frère. Enfin, Non, non, c'est frère, frérot. Ouais. Mm. ma poule, ma poule. Ouais, ma poule. Mm. Voilà. Bah, écoutez, il y a du travail, hein. C'est une thèse à part entière. En tout cas, c'est un bon mémoire de master, ça c'est sûr. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a une toute dernière question pour... Bien, bon. Bien, bah, je crois qu'on va pouvoir alors arrêter doucement cette séance, hein. Encore merci à toi, Hugues, pour cette conférence, pour les échanges. Merci beaucoup. Oui. Encore une. Merci pour Merci. l'invitation. Merci Hugues, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci Hugues, et puis à bientôt. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Beaucoup.